Il y a quelques jours, je regardais un short sur la récupération de la capsule Artemis 2 et j'étais alarmé par le nombre de commentaires qui disaient que tout ça était faux et que ça ne s'était jamais réellement passé. Alors j'ai décidé de plonger dans les vidéos qui expliquent pourquoi cette mission était un énorme canular pour trouver 5 de leurs arguments et essayer de les expliquer avec le jeu de simulation spatiale Kerbal Space Program, qui sert à simuler des missions spatiales aussi proches de la réalité que possible. They just came out of the space at 40,000 miles per hour and then got stopped by some freaking giant parachutes going 40,000 miles per hour, 30,000 miles per hour. Ce que ce monsieur nous dit, c'est qu'il trouve ça assez étrange et suspicieux qu'une capsule allant à 40 000 km/h, comme il l'a vu dans les médias, puisse être stoppée par simplement un parachute, et que ce parachute ne soit pas pulvérisé par la vitesse incroyable qu'est 40 000 km/h, ou environ Mach 30, plus rapide que n'importe quel avion de chasse. Ce qu'il manque, c'est que quand les parachutes sont déployés, la capsule a déjà perdu la grande majorité de sa vitesse. Mais comment l'a-t-elle perdue? Eh bien ça, c'est grâce à l'atmosphère. La capsule, en rentrant dans l'atmosphère, va perdre une grande partie de sa vitesse freinée par l'air. À notre vitesse de tous les jours, on n'est pas particulièrement freiné par l'air qui nous entoure. Mais à la vitesse de la capsule Artemis 2, 40 000 km/h, l'air de l'atmosphère va freiner la capsule d'une façon très puissante dès qu'elle rentre. Vu que l'air n'a pas le temps de s'écarter, il s'écrase contre le bouclier thermique, le chauffe très fort et ralentit la capsule énormément. La trajectoire de la capsule Artemis fait qu'elle passe dans une haute couche de l'atmosphère, remonte un peu, une fois qu'elle a perdu une partie de sa vitesse, puis retombe pour atterrir jusqu'au sol. Et une fois là, une fois qu'elle a perdu la majorité de sa vitesse, elle peut déployer 2 parachutes de freinage pour ralentir encore une dernière fois, puis les larguer et déployer 2 plus gros parachutes pour pouvoir se poser en douceur à la surface de la Terre. Most things filmed outside through your car window, going just 65 miles per hour, are a blur. Yet, NASA never seems to have this problem, even at the incredible speeds they claim to attain. Pour illustrer mon propos, j'ai placé un vaisseau en orbite autour de la Lune. Quand on regarde par la fenêtre de sa voiture, les objets à côté de soi bougent très vite parce qu'ils sont juste à côté de nous. Mais si vous êtes en ville et que vous regardez par exemple les immeubles derrière, ils vont bouger beaucoup moins, ils ne seront pas flous. C'est la même chose avec la Lune. La Lune est énorme, alors quand vous êtes à des milliers de kilomètres, même si vous bougez à plusieurs milliers de kilomètres par heure, vous n'êtes pas si rapide que ça par rapport à la taille de la Lune et vous pouvez quand même prendre des photos avec autant de détails que sur les images d'Artemis. Là vous voyez, je suis en orbite de la Lune et je suis assez près. Du coup, même si je ne suis pas sur une trajectoire de survol comme Artemis, j'ai quand même une vitesse assez similaire. Et vous pouvez voir que la Lune ne bouge pas si vite que ça. J'ai largement le temps de prendre de belles photos. Si on zoome beaucoup, il y aura peut-être un léger flou, mais j'ai quand même largement de quoi faire des photos aussi belles que celles d'Artemis. Why hasn't the Artemis 2 sent back pictures of the US flag on the moon? C'est assez relié à l'argument précédent, car même si au global il n'y a pas de flou, pour voir des objets aussi petits qu'un drapeau, à peine 2 mètres de haut au maximum, il faut quand même avoir une très bonne précision et une vitesse assez faible. Or, Artemis 2, même s'ils peuvent prendre des photos assez peu floues, vont quand même trop vite pour voir d'aussi petits détails à la surface de la Lune. Par contre, des satellites plus loin, plus éloignés, avec une vitesse plus faible et qui sont plus calibrés pour prendre d'aussi petites photos, peuvent prendre réellement en photo le site d'atterrissage des missions Apollo. D'ailleurs, certains de ces satellites étaient russes ou chinois. Et franchement, s'ils avaient regardé le site d'atterrissage d'Apollo et qu'ils avaient vu qu'il n'y avait rien, ils auraient immédiatement crié au scandale pour humilier leurs ennemis les États-Unis, franchement. Là, je survole un cratère où j'ai planté un drapeau et il est impossible de le voir. Impossible de voir le drapeau ou la capsule posée à côté. Pas simplement parce que je ne peux pas zoomer, mais parce que même si je pouvais, l'image serait trop floue à cause de ma vitesse. There was a similar size discrepancy in the images sent from Artemis, claimed to be halfway to the moon. During their live stream, they stated they were halfway to the moon, and yet the moon appeared much smaller than it does on Earth.
Ça, c'est à cause de quelque chose qu'on appelle le FOV. Par exemple, si vous prenez une poule, elle a un champ de vision très large. Mais on ne peut pas le voir nous humains vu que notre vision n'est pas aussi large que ce champ de vision. Du coup, si on veut le réduire à la taille d'un écran, on va devoir compresser le milieu de l'écran pour pouvoir mettre plus de choses sur les côtés, les choses que l'animal voit en plus, ou la caméra. Donc une caméra à grand champ, donc qui peut voir très loin autour d'elle, va devoir compresser les images au milieu pour pouvoir tasser plus d'images dans les bords de l'écran. Là, je n'ai pas changé d'orbite et pourtant, on voit que la Terre est 3 fois plus petite que sur l'image précédente. Simplement parce que cette caméra a un champ beaucoup plus grand que la précédente, ce qui donne l'impression que la Terre est plus petite que la réalité. C'est exactement la même chose sur Artemis. Pour voir un maximum de choses, la capsule et tout le paysage alentour, la Lune dans ce cas est réduite à un simple petit point au milieu de l'écran. J'ai gardé l'argument / question le plus répondu pour la fin. Ceci est un arbre technologique. Dans Kerbal Space Program, c'est ce que vous utilisez pour débloquer de nouvelles technologies pour faire des meilleures fusées qui peuvent aller plus loin. Quand vous débloquez une technologie, ça vous permet de débloquer de nouvelles technologies qui sont plus compliquées que les précédentes à développer. Les cases en vert, c'est l'avancement actuel de la NASA. Et ce que j'entoure, c'était son avancement dans les années 60 quand elle a envoyé Neil Armstrong sur la Lune. Vous allez me demander où sont passées toutes ces technologies que la NASA avait développées et qui ont maintenant apparemment disparu. Eh bien c'est pas qu'elle les a oubliées, c'est qu'elle est passée à autre chose. Elle a arrêté de vouloir envoyer des hommes vers la Lune ou de faire des vaisseaux puissants pour aller de planète en planète. Elle s'est concentrée sur l'orbite basse terrestre, elle a développé la station spatiale. Elle s'est concentrée sur ces technologies-là. Ensuite, elle a arrêté de tout faire elle-même et elle a donné le travail, par exemple à l'Agence spatiale européenne ou plus récemment au New Space. Elle ne fait pas plus rien du tout, mais sa structure a quand même grandement changé depuis les années 60. Et ces pièces, cette technologie qui existait à l'époque, maintenant, il n'y a plus les machines pour les produire. Les plans existent toujours, mais il n'y a plus les machines qui peuvent produire les pièces, il n'y a plus les pièces en stock, il n'y a plus les connaissances pour faire tout ça, ce n'est plus là. Et en plus, elle ne veut pas avoir la même structure qu'à l'époque d'Apollo, elle ne veut pas simplement se reposer sur la Lune vite fait, rabarrer 3 cailloux et retourner à la maison. Non, elle veut s'y établir de façon beaucoup plus définitive, à long terme, y établir une véritable base. Et pour ça, elle a délégué le travail de concevoir les atterrisseurs à des entreprises privées comme Blue Origin ou SpaceX. Pendant ce temps, elle peut se concentrer sur concevoir les fusées, même si le SLS est un immense foirage, et la technologie pour les bases, qui elle aussi est souvent déléguée à d'autres sociétés privées. Et pour concevoir leur propre technologie de zéro, ces sociétés privées ont juste le droit à leur propre financement à eux et à un peu d'aide de la NASA. C'est tout. Alors que la NASA, à l'époque de la course à l'espace, avait un budget énorme, alors que maintenant il est complètement raccourci par l'administration Trump. En bref, un budget ric-rac et des technologies à redévelopper de zéro par des entreprises privées. Donc voilà pourquoi il faut autant de temps pour revenir au niveau que la NASA avait dans les années 60 quand elle a envoyé l'homme sur la Lune. J'espère que ce format aura su vous plaire, j'avais été assez choqué par le nombre de complotistes qu'il y avait dans les commentaires, alors j'ai ressenti le besoin de faire cette vidéo un peu informative, et même si vous pensez que personne n'est jamais allé autour de la Lune, je vous conseille quand même le jeu Kerbal Space Program. Après tout, je pense que la Terre est ronde, et pourtant, je joue à Minecraft, où le monde est complètement plat. À part ça, je vous dis à dans 2 semaines.